Bonjour tout le monde. Je m'appelle Arthur Hubert, je suis interne en cardiologie actuellement. J'ai fait mon premier stage en médecine interne à la Pitié-Salpêtrière. Je suis également conférencier à Stan Santé aux conférences Khalifa. J'ai écrit plusieurs livres de cas cliniques pour les éditions VG. Et aujourd'hui, on va faire une conférence de dermatologie, atropisme, médecine interne. Voilà, donc si vous voulez, on va commencer par le premier cas clinique. Donc, le premier cas clinique, un matin du mois de janvier, vous recevez en consultation pour des douleurs des doigts une patiente de 28 ans, tabagique non sevrée à 7 paquets années. Donc, quand vous lisez un énoncé, il faut surtout vous attarder à prendre en compte les éléments importants. La première chose, c'est que c'est une patiente qui a 28 ans. Donc, une femme jeune, il va falloir penser grossesse, penser contraception. Deuxième élément qui est important, c'est qu'elle est tabagique. Donc, une femme jeune tabagique, dans un contexte de dossier dermato, médecine interne, il va falloir penser à la thrombose. Et tabagique non sevrée, n'oubliez pas de parler de l'arrêt du tabac quelque part dans votre cas clinique. Elle ne prend pas de médicaments autres que du paracétamol de temps en temps, du profénil lors d'épisodes de règles douloureuses et sa concentration œstroprogestative par méliane. Donc déjà, vous pensez femme jeune, tabagique, œstroprogestatif, il y a de fortes chances pour que ce soit un dossier atropisme thrombose. Alors elle se plaint de douleurs des doigts. Ce sont des douleurs qui surviennent exclusivement au froid, mais qui se répètent et s'aggravent depuis cet hiver. Des épisodes très douloureux qui évoluent en 3 phases stéréotypées. Interrogée par vos soins, elle vous révèle avoir quelques arthralgies des poignets depuis quelques mois. Une fois, les 2 poignets ont gonflé, sont devenus rouges et douloureux, réveillant la patiente la nuit. Donc des poignets rouges, douloureux qui réveillent la nuit, c'est ce qu'on appelle une arthrite. C'est une atteinte inflammatoire des poignets, à différencier des atteintes mécaniques. Donc, pensez bien, réveille la patiente la nuit, il s'agit d'arthrite. Et ce sont des symptômes qui se sont amendés en quelques jours sous profénide. Donc, au mois de mars dernier, elle est partie en vacances à l'île Maurice avec son fiancé. Malheureusement, elle a fait une allergie solaire, où vous verrez la photographie à la diapo suivante. Donc, pensez allergie solaire chez une femme jeune. Elle ne supporte plus le soleil, a fait une phlébite à son retour d'avion, traitée par Cintron, donc des antivitamines K, pendant 3 mois. Donc, pensez à cette patiente, elle est jeune, elle fume, elle a une contraception œstroprogestative, elle fait une allergie solaire, à côté de ça, elle a des douleurs des doigts et des arthrites. Donc, vous avez déjà un tableau qui est très évocateur, de la maladie dont on va traiter dans ce cas clinique. Un bilan sanguin récent montre hémoglobine à 10,1 g par décilitre, globules blancs à 3870 par millimètre cube, donc 81% de polynucléaires neutrophiles et 19% de lymphocytes. Là, il faut que vous calculiez exactement, approximativement ce que ça fait. Donc, vous avez 80% de polynucléaires sur 3800 globules rouges. Ça va vous faire quelque chose comme environ 3000 polynucléaires, ce qui est quelque chose de tout à fait normal. Et si on vous donne des proportions, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. 19% de lymphocytes sur à peu près 3800 globules rouges, ça va vous faire quelque chose comme environ 760 lymphocytes. Donc, il faut que vous connaissiez les normes. Et de là, vous retenez que c'est une patiente qui a une anémie, qui a une lymphopénie, et puis plaquette 132 000, qui a une thrombopénie. Elle a un TP à 83%, donc qui est normal, un TCA à 57 pour un témoin à 30 secondes, donc un TCA qui est allongé, et une bandelette urinaire qui montre un petit peu d'hématie et des protéines. Donc, on a une patiente qui a une multitude de symptômes, des arthralgies, des douleurs des doigts, des allergies solaires, et au niveau de sa prise de sang, elle a des problèmes hématologiques avec une anémie, une leucopénie, à type de lymphopénie, une thrombopénie, et des problèmes de coagulation avec un TCA allongé, et des problèmes de rein avec une protéinurie, une petite hématurie. Bon. Ça, c'est sa photo en rentrant de vacances à l'île Maurice, où elle vous parle d'une allergie solaire.
Donc ce qu'il faut bien repérer, pour ceux qui ont un peu plus l'œil, regardez bien la photo et vous verrez que c'est une lésion qui est assez typique, c'est ce qu'on appelle l'érythème malaire. C'est un érythème qui est en aile de papillon, qui est une lésion assez typique en dermatologie. Donc voilà pour l'énoncé. La première question, on vous demande quel diagnostic vous évoquez concernant les douleurs des doigts et quelles en sont les 3 phases caractéristiques. Donc c'est une patiente qui vous décrit des douleurs des doigts qui surviennent au froid et qui évoluent en 3 phases. Donc vu le contexte, il s'agit évidemment d'un syndrome de Raynaud et c'est ce qu'on appelle un phénomène de Raynaud secondaire. En gros, le syndrome de Raynaud, ça désigne le symptôme, c'est-à-dire l'évolution des 3 phases au doigt. Il y a 2 types de syndrome de Raynaud. Il y a les phénomènes de Raynaud qui sont idiopathiques. Les syndromes de Raynaud idiopathiques, ça s'appelle le phénomène de Raynaud. Et les phénomènes de Raynaud qui sont secondaires, qui ont une autre étiologie, s'appelle un syndrome de Raynaud, parce que c'est des symptômes d'une autre maladie. Bon. Ce syndrome de Raynaud évolue en 3 phases. Une phase blanche, qu'on appelle aussi la phase syncopale ou ischémie, où les doigts sont blancs, froids, engourdis. Puis une phase bleue, qu'on appelle aussi la phase cyanique, où les doigts sont bleus avec une dysesthésie et douloureuse. Et enfin une phase rouge, où c'est la phase hyperémique, c'est-à-dire que les doigts se revascularisent, il y a une vasodilatation artérielle, les doigts sont gonflés, sont rouges, sont douloureux. Donc retenez essentiellement la phase blanche, elle est indolore, c'est une phase vraiment d'ischémie. Après la phase bleue, c'est une phase qui est cyanique, qui est un petit peu douloureuse. Et à la fin, la phase rouge, qui est une phase de vasodilatation, qui est vraiment douloureuse. Bon. La deuxième question. On vous demande, devant ce diagnostic de syndrome de Raynaud, quels sont les arguments pour une origine secondaire? Donc c'est devant ce diagnostic de syndrome de Raynaud en général. On ne parle pas de ce diagnostic chez la patiente. C'est vraiment tous les arguments, généralement, qui vont vous orienter vers une maladie de système ou une autre étiologie qui provoque le phénomène de Raynaud, et non pas un phénomène de Raynaud qui est idiopathique, sans cause et sans aucune gravité. Donc pour répondre à ces questions, commencez par reprendre tout l'énoncé et noter tous les points qui vous orientent vers une origine secondaire chez la patiente, parce que d'une part, ça vous donnera la majorité des items qui seront valorisés dans la question, et d'autre part, ça vous permettra d'oublier le moins de choses possible. Donc, ce qui oriente vers un phénomène de Raynaud secondaire, il y a une autre étiologie, c'est déjà si on a un terrain qui évoque ces étiologies, donc un terrain de maladie systémique, donc de connectivite, de vascularite. Ça, c'est quelque chose de très important. Notez que chez cette patiente, on a un ensemble de symptômes, à savoir le phénomène de Raynaud, mais aussi les arthrites, les allergies solaires, les symptômes à la prise de sang, qui sont très évocateurs de maladies systémiques. On a aussi les professions à risque, toutes les professions manuelles avec des appareils qui ont beaucoup de vibrations, parce que ça peut abîmer la vascularisation au niveau des membres supérieurs et notamment des doigts et provoquer des syndromes de Raynaud. Tout ce qui est artériopathie qui peuvent provoquer ces syndromes de Raynaud. Et pensez aux patients qui prennent des médicaments qui induisent des vasoconstrictions ou qui induisent des modifications de la vasoplégie, essentiellement les bêta-bloquants et l'ergot de Seigle qui peuvent provoquer des phénomènes de Raynaud. Bon. Ensuite, en termes d'anamnèse, ce qui est important, c'est qu'un phénomène de Raynaud qui est idiopathique apparaît chez le jeune, chez une femme jeune. Quand c'est un phénomène de Raynaud qui apparaît à un âge avancé, il s'agit beaucoup plus probablement de quelque chose de secondaire à une autre maladie. Ensuite, quand on a un syndrome de Raynaud qui s'aggrave de façon rapide, c'est quelque chose qui vous oriente énormément vers une origine secondaire, parce que quelque chose d'idiopathique touche en général une femme jeune, ça commence très tôt, c'est peu grave, ça n'évolue pas, ça dure pendant des années, il n'y a jamais de complications. C'est les jeunes filles qui ont les doigts qui deviennent jaunes, puis bleus, puis rouges, au froid, mais qui ont ça depuis l'enfance, ou qui n'ont jamais eu de complications, jamais eu d'ulcération sur les doigts, de nécrose, et qui n'ont aucun symptôme associé.
Et pensez à l'absence de régression en été, où ça c'est très important parce qu'un phénomène de Raynaud qui dure toute l'année, même quand il fait chaud, signifie qu'il y a un problème sous-jacent et qu'il faut chercher une autre cause. Ensuite, en termes de clinique, dès qu'on a des arguments cliniques pour un phénomène de Raynaud qui est compliqué ou pour une maladie associée, ça nous oriente vers un phénomène de Raynaud secondaire. Donc, si on a des ulcérations ou des nécroses digitales, c'est un symptôme très important. Pensez à l'atteinte des pouces. Normalement, quelqu'un qui a un syndrome de Raynaud physiologique n'aura jamais ses pouces qui seront atteints par le symptôme, parce que les pouces sont très bien vascularisés et ne se vasoconstrictent pas au froid. L'atteinte des pouces, c'est vraiment un argument important pour un syndrome de Raynaud secondaire. Le caractère asymétrique également, parce qu'un syndrome de Raynaud idiopathique, on aura les deux mains qui seront vascularisées de la même façon. Et les signes associés qui évoquent une maladie systémique, que ce soit un syndrome sec, des arthralgies, une dyspnée, des difficultés à avaler, une altération de l'état général, etc. Ensuite, tout ce qui oriente vers un syndrome de Raynaud secondaire, c'est les arguments paracliniques, donc les examens complémentaires qui seront faits, une capillaroscopie qui est anormale, donc c'est des examens où on regarde les capillaires avec une loupe de façon macroscopique pour regarder si on a des malformations vasculaires, si on a des anses capillaires qui sont trop peu nombreuses, si on a des mégacapillaires, des œdèmes, des capillaires rétrécis, enfin toute manifestation d'une atteinte vasculaire qu'on voit très bien au niveau du liseré des ongles sur les mains. Et puis, on a tous les signes biologiques, c'est-à-dire la présence d'auto-anticorps essentiellement, la présence d'une anomalie à la numération formule sanguine, un syndrome inflammatoire biologique, et on a également des arguments paracliniques en termes d'imagerie, avec tout ce qui est échodoppler artériel des membres supérieurs qui va être anormal. Donc retenez bien la capillaroscopie, qui est un examen qu'on voit peu souvent, mais qui est, je dirais, l'examen le plus important pour explorer un syndrome de Raynaud. La biologie avec essentiellement les auto-anticorps et l'imagerie avec essentiellement les échodoppleurs. Bon. La troisième question. On vous demande quelle pathologie sous-jacente vous suspectez et pourquoi. Donc, il s'agit on suspecte un lupus érythémateux systémique chez cette patiente devant de nombreux arguments. Quand vous justifiez votre réponse, pensez à justifier toujours de la même façon. Soyez organisé, parlez du terrain, puis de l'anamnèse, puis des arguments cliniques, des arguments paracliniques. Pensez à l'argument de fréquence et aux signes négatifs, c'est-à-dire à ce qui ne vous oriente pas vers d'autres étiologies. Donc ici, il s'agit d'une femme jeune. Très important, c'est le terrain du lupus, qui a une atteinte cutanée avec un érythème en aile de papillon, une sensibilité importante à la lumière, au soleil, l'atteinte rénale avec la protéinurie, l'atteinte hématologique avec l'anémie, la thrombopénie et surtout la lymphopénie qui est un signe très important de maladie de système, et la clinique, le syndrome de Raynaud bien sûr. Et pensez au fait que c'est une patiente qui a probablement un syndrome des antiphospholipides parce qu'elle a des antécédents de phlébite et un TCA allongé. Et pensez toujours au diagnostic différentiel quand vous justifiez votre diagnostic. Ici, on n'a pas d'argument pour un autre diagnostic. La question 4. On vous demande quelles sont vos principales hypothèses diagnostiques expliquant l'anémie de la patiente. Donc, c'est une question où il va falloir organiser. La patiente est suspectée d'avoir un lupus et, à part ça, c'est une femme jeune. Donc, ce qu'il faut que vous suspectiez, c'est essentiellement les causes d'anémie les plus fréquentes chez ce type de patiente à cet âge, et toutes les causes d'anémie qui sont liées à sa maladie, donc le lupus. Les anémies qui sont liées au lupus, ça peut être des anémies inflammatoires, parce que toute maladie de système peut être associée à un syndrome inflammatoire chronique, qui peut donc donner des anémies microcytaires arégénératives, avec une ferritinémie élevée. Ensuite, pensez que le lupus peut donner une anémie hémolytique auto-immune, avec une auto-immunité qui va provoquer l'hémolyse des globules rouges, qui va être une anémie normocytaire régénérative, avec l'aptoglobine
qui est effondré, le LDH et la bilirubine qui sont élevés, et le test qui va faire le diagnostic d'anémie hémolytique, c'est le test de Coombs qui va être positif. Ensuite, pensez que les anémies peuvent ne pas être liées au lupus. Donc, les causes d'anémie non liées au lupus, c'est essentiellement ce qu'il y a de plus fréquent chez cette patiente. Ça peut être des anémies par carence martiale, qui sont très fréquentes chez les femmes jeunes, qui sont microcytaires arégénératives avec une ferritinémie qui est basse. Et pensez aussi que c'est une patiente chez qui on décrit une insuffisance rénale, enfin, on décrit une atteinte rénale parce qu'elle a une protéinurée, une hématurie à la bandelette urinaire, et une atteinte rénale peut donner une anémie. Donc, pensez-y. Alors, la question suivante, on va vous demander quel est votre bilan paraclinique. Donc là, il faut être exhaustif. Vous avez une maladie de système, un lupus, qui est associé à un syndrome associé, le syndrome des antiphospholipides, chez une femme jeune, donc pensez aux spécificités de la femme jeune, qui présente une multitude de symptômes. Le syndrome de Raynaud, les arthralgies, la photosensibilité. Donc ça va faire énormément de symptômes à explorer. Prenez-les un par un dans votre tête ou au brouillon et mettez tous les examens qui vous permettront d'avancer sur chacun de ces points. Alors, dans tout ce qui est explorer le lupus, parce que c'est la maladie principale qu'on va explorer, les points qui sont vraiment essentiels, c'est les auto-anticorps, les anticorps antinucléaires, les anticorps anti-DNA natifs, les anticorps anti-SM. Ce sont les anticorps principaux pour faire le diagnostic de lupus. Les anticorps antinucléaires sont relativement sensibles, donc on les retrouve assez fréquemment. Cela dit, on peut avoir un diagnostic de lupus avec des anticorps antinucléaires négatifs. Par contre, les anticorps anti-DNA natifs et les anticorps anti-SM sont surtout très spécifiques, c'est-à-dire à peu de choses près, le fait d'avoir ces auto-anticorps dans un contexte évocateur affirme le diagnostic de lupus. On a d'autres anticorps qui sont également assez spécifiques, qui sont plus rares, les antinucléosomes, les antihistones. Pensez au diagnostic différentiel, les autres maladies de système qui peuvent être associées. Donc doser d'autres auto-anticorps, les anti-SSA, anti-SSB, qui peuvent être associés au lupus, qui peuvent également être associés à un syndrome de Gougerot ou d'autres types d'anticorps. Ensuite, dans la biologie, le lupus, vous devez penser au dosage du complément. Le complément, c'est quelque chose de très important dans le lupus. Il y a deux facteurs pronostiques principaux en termes paracliniques dans le lupus. C'est le taux de complément et l'atteinte rénale, avec la bandelette urinaire ou la protéinurie. Ensuite, pour explorer un lupus, il faut rechercher des atteintes associées, pleurésie, péricardite, donc pensez à la radiographie du thorax, à l'électrocardiogramme. Ensuite, la patiente est suspecte d'avoir un syndrome des antiphospholipides. Pensez, le TCA, il est allongé spontanément, il va falloir l'explorer. On va adjoindre du plasma témoin qui ne corrigera pas le TCA dans un syndrome des antiphospholipides. Et puis, les auto-anticorps qui font le diagnostic du syndrome des antiphospholipides, qui sont spécifiques, ce sont les anticardiolipines ou les anti-bêta-2-GP1. Là, de la même façon, ce sont des anticorps qui sont relativement sensibles, mais on peut avoir un syndrome des antiphospholipides sans avoir ces anticorps, et qui sont assez spécifiques. Pensez au diagnostic différentiel du TCA allongé. La syphilis, c'est un grand classique, c'est quand même assez rare dans ce contexte. Ensuite, pensez que c'est une patiente qui a un syndrome de Raynaud. Donc l'exploration, c'est essentiellement la capillaroscopie, j'en parlais tout à l'heure, et en termes d'imagerie, l'échodoppler artériel des mains, qui va permettre d'évaluer la vascularisation des mains pour rechercher des éventuelles lésions. En termes de biologie, pensez à la cryoglobulinémie, c'est quelque chose d'assez classique, une cryoglobulinémie est associée à un syndrome de Raynaud. Bon. Ensuite, c'est une patiente qui a une anémie. Pensez à explorer l'anémie, c'est-à-dire les réticulocytes, le bilan martial, vu qu'il est très probable que ce soit une patiente qui a une carence martiale étant donné son âge, et toute la recherche d'une anémie hémolytique dans ce contexte, donc le bilan non spécifique d'hémolyse et le test de Coombs qui va vous affirmer une anémie hémolytique auto-immune. Pensez à l'atteinte rénale.
La patiente a une atteinte rénale, il va falloir l'explorer. D'abord la créatininémie pour rechercher une insuffisance rénale, l'échographie rénale qui va permettre de voir s'il y a une cause obstructive, s'il y a une malformation anatomique, si on a des stigmates d'une insuffisance rénale chronique, donc des reins de petite taille, d'allure fibrosée. Et discuter la ponction biopsie rénale. La question 6. Que vous évoque l'allongement du TCA et quels en sont les critères diagnostiques? On en a déjà un petit peu parlé. L'allongement du TCA dans ce contexte vous évoque fortement un syndrome des antiphospholipides secondaire au lupus. Pareil, quand vous faites un diagnostic, il faut vraiment essayer d'être complet. Syndrome des antiphospholipides, c'est bien. Pensez qu'il est associé à une autre maladie, que c'est un syndrome qui est secondaire. Comment faire le diagnostic? Alors, on a un critère clinique et un critère biologique qui sont nécessaires pour avoir ce diagnostic. Le critère clinique, c'est soit un antécédent personnel de thrombose veineuse ou artérielle, donc que ce soit une thrombophlébite au niveau du mollet, que ce soit un accident vasculaire cérébral, une thrombose veineuse cérébrale, ou tout type de thrombose veineuse ou artérielle certaine. Et un critère obstétrical. Le critère obstétrical, c'est 3 fausses couches inexpliquées, une mort fœtale in utero après la 10e semaine sans anomalie morphologique, ou un accouchement prématuré avant 34 semaines lié à une prééclampsie ou une insuffisance placentaire sévère. Et pensez, le deuxième critère, c'est le critère biologique. Ce qui est très important, c'est qu'il doit être constant dans le temps. Il doit être présent à 2 reprises, à 12 semaines d'intervalle. J'insiste sur les 12 semaines d'intervalle parce que ce sont des auto-anticorps qu'on peut retrouver dans des situations plus physiologiques, enfin qui ne sont pas associées à ce syndrome, donc notamment des infections ou d'autres maladies systémiques ou des maladies hématologiques. Et ces symptômes sont souvent, ces anticorps sont souvent présents mais ne persistent pas pendant plusieurs mois. Donc pensez anticardiolipine, anti-bêta-2-GP1 et anticoagulant circulant anti-plupique. 7e question. On vous demande quelle est votre prise en charge globale chez cette patiente. Donc c'est une patiente qui a un lupus, un syndrome des antiphospholipides, des arthralgies, un syndrome de Raynaud et qui, à côté de ça, fume, prend une contraception œstroprogestative alors qu'elle a déjà fait des antécédents de phlébite, qui a une allergie solaire. Ça fait pas mal de points à prendre en charge. Alors, le lupus, comment est-ce qu'on le traite? D'abord, les traitements spécifiques du lupus. Ici, elle a un lupus systémique en poussée. La première chose, c'est de mettre une corticothérapie, parce qu'il s'agit d'une forme grave avec atteinte viscérale. Donc, une dose d'attaque, une décroissance progressive. Dès que vous mettez une corticothérapie, il faut absolument ne jamais oublier les mesures associées. C'est ça qui est très important pour votre patient, parce que des mesures associées qui ne seront pas faites ou mal réalisées vont aboutir soit à un arrêt du traitement de la part du patient, à une inobservance thérapeutique, soit à des comorbidités qui peuvent être assez graves. Donc pensez le régime hyposodé pour éviter l'insuffisance cardiaque, le régime pauvre en sucre et en lipides pour éviter la prise de poids, le diabète, la dyslipidémie, régime riche en protéines et supplémenté en vitamine D, en calcium pour éviter l'ostéoporose, supplémenté en potassium, le traitement par biphosphonate en cas de besoin. Pensez à prévenir l'anguillule, car il s'agit d'une patiente qui qui est partie en vacances en Afrique, origine antienne, c'est faux, je me suis trompé, car elle est partie en Afrique dans l'énoncé, elle a voyagé en Afrique. Et l'anguillule, c'est une parasitose tropicale qui est finalement assez fréquente et qu'on peut éviter facilement en mettant une dose d'ivermectine et qui peut être fatale. Donc c'est vraiment quelque chose de bête. N'oubliez pas de prévenir l'anguillulose chez ces patients. Ensuite, le lupus, pensez à des traitements associés, des immunosuppresseurs en cas de forme grave, des antipaludéens de synthèse qui sont très importants en cas d'atteinte cutanée ou articulaire, parce qu'ils sont souvent assez bien tolérés, ils nécessitent une surveillance, mais les antipaludéens de synthèse, c'est le plaquenil, et ça permet souvent d'améliorer les symptômes. Ensuite, c'est une patiente qui a des douleurs,
pensez aux antalgiques. Et essentiellement dans le lupus, pensez à tout ce qui est éducation de la patiente. Arrêtez le tabac, contre-indiquer la pilule œstroprogestative. Vous arrêtez la pilule chez une femme jeune, il faut lui proposer autre chose, donc la mettre sous contraception efficace par microprogestatif ou progestatif de 3e génération. Et puis, pensez, elle fait une allergie solaire liée à son lupus, il faut la protéger du soleil. Après, c'est une patiente qui a une atteinte rénale. Pensez à toutes les mesures de néphroprotection. Ça, vous verrez en néphrologie exactement de quoi il s'agit. C'est un ensemble de médicaments pour protéger le rein, de mesures de règles hygiéno-diététiques, de prévention pour éviter d'abîmer le rein au fil et à mesure des années. Ensuite, c'est une patiente qui a un syndrome des antiphospholipides. Il faut absolument l'anticoaguler à dose efficace, à vie, parce que c'est une patiente qui a déjà thrombosé. Donc les médicaments anti-vitamine K, l'objectif d'INR entre 2 et 3. C'est une patiente qui, dans l'énoncé, avait arrêté ses anticoagulants après 3 mois suite à sa phlébite. Il faudra les reprendre. Ensuite, elle a un syndrome de Raynaud, ce qui nécessite d'éviter le froid et de mettre des inhibiteurs calciques, qui sont les meilleurs médicaments pour prévenir le syndrome de Raynaud. Et puis, éviter les bêta-bloquants. Et on peut proposer des dérivés nitrés sur la pulpe des doigts qui permettent une vasodilatation qui évite le syndrome de Raynaud. Ensuite, pensez aux mesures associées qui sont souvent importantes, parce que c'est des maladies qui coûtent cher en termes d'hospitalisation, d'examen, qu'il faut faire une déclaration de maladie de longue durée, prendre en charge la patiente à 100%. C'est quelque chose qui peut être assez traumatisant chez une femme jeune, et pensez vraiment au soutien psychologique qui peut être important. Et puis, c'est une patiente qui devrait être surveillée à vie. Donc une question de thérapeutique qui est assez longue, mais qui doit être bien organisée, qui peut rapporter beaucoup de points si vous n'oubliez aucun point. Les questions suivantes. Alors la patiente inquiète vous révèle qu'elle voudrait se marier et avoir des enfants. Quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour qu'elle puisse envisager une grossesse? Alors là, le chapitre grossesse et lupus, c'est quelque chose d'assez important, parce que c'est une maladie typique de la femme jeune, ça permet d'ouvrir un petit peu les dossiers, et c'est quelque chose de fréquent. Pensez, pour qu'une femme lupique puisse avoir des enfants sans prendre trop de risques, il faut que sa maladie soit stable, donc pas de poussée dans les 6 derniers mois. Il faut qu'elle n'ait pas d'atteinte rénale grave, parce que sinon elle supportera mal la grossesse. Et il faut qu'elle ait des médicaments qui soient compatibles avec la grossesse. Donc vraiment 3 points essentiels. Quelles sont vos consignes et conseils en vue de la grossesse? Alors il faut que la grossesse soit programmée. Programmée veut dire au moins 6 mois sans pousser. Et du coup, il faut que la patiente ait une contraception efficace par progestatifs qui ne sont pas contre-indiqués pendant les mois qui précèdent sa grossesse afin d'être certain que sa maladie soit stabilisée et qu'on puisse envisager une grossesse dans les meilleures conditions. Il faut que la patiente soit informée que c'est une grossesse qui présente plusieurs risques, qui présente des risques pour la mère. Les risques pour la mère, c'est une poussée lupique, parce que les poussées lupiques sont déclenchées par un surdosage hormonal comme celui qu'on a pendant la grossesse. La poussée lupique peut être associée à des risques de dégradation du rein, à des risques d'hypertension, à des risques de prééclampsie. Il y a des risques pour la mère, mais il y a aussi des risques obstétricaux, des risques pour l'enfant lors de l'accouchement ou avant. Risques obstétricaux, c'est essentiellement les fausses couches, qui sont liées au syndrome des antiphospholipides, les fausses couches étant un des critères diagnostiques cliniques du syndrome des antiphospholipides, les morts fœtales in utero, et le lupus, comme à peu près toutes les maladies de système et toutes les maladies générales, peut être associé à un retard de croissance intra-utéro par souffrance fœtale. Et puis, le lupus est aussi associé à des risques néonataux. Pensez la prématurité et toutes les comorbidités qui en découlent, et pensez au lupus néonatal. C'est quelque chose qui est assez rare, qui touche 10% des enfants de mères qui présentent des anticorps anti-SSA au 2e trimestre de la grossesse. C'est-à-dire, au 2e trimestre de la grossesse, chez certaines mères, les anticorps anti-SSA, j'insiste sur les SSA qui sont spécifiques du lupus néonatal, viennent se fixer au niveau du cœur de l'enfant, au niveau de ses tissus de conduction, et provoquent du BAV congénital.
du BAV, du bloc atrioventriculaire. Et donc, chez cette patiente, il faudra lui expliquer que pendant la grossesse, elle devra être anticoagulée à dose curative. Cependant, les AVK, les antivitamines K sont contre-indiqués car ils sont tératogènes. Donc, il faudra passer à d'autres traitements, essentiellement les héparines, ce qui nécessite d'avoir des piqûres quotidiennes pendant la grossesse. Et c'est une patiente qui devra être suivie sur le plan médical et sur le plan obstétrical de façon beaucoup plus rapprochée qu'une autre femme. La 10e et dernière question. Quelques mois plus tard, la patiente vous redemande des informations quant à sa grossesse. Parce qu'elle est inquiète, son néphrologue, qui la suit pour ses atteintes rénales, lui a rajouté un médicament immunosuppresseur, c'est l'azatioprine, à son traitement, suite à une poussée rénale. Maintenant, elle va beaucoup mieux. Elle vous demande si ce médicament est compatible avec une grossesse. C'est une dernière question qui est un petit peu bête dans le sens où c'est à vous, soit de vous connaissez le médicament, vous marquez les points, soit de vous ne le connaissez pas. Mais c'est une question qui va vite, c'est des points qui sont facilement marqués. Et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que oui, il y a un seul médicament immunosuppresseur parmi les médicaments qui sont donnés les plus classiquement, qui peut être associé à la grossesse, c'est l'azatioprine. L'azatioprine, c'est l'Imural. Tandis que le Celcept est contre-indiqué, le méthotrexate est contre-indiqué, le cyclophosphamide est contre-indiqué pendant la grossesse. Mais une patiente lupique sous immunosuppresseur pendant une grossesse doit bien évidemment être surveillée de façon rapprochée pendant la grossesse et bien plus que toute autre femme. Bon. Voilà pour ce cas clinique. En conclusion, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le lupus, c'est vraiment une maladie fréquente. C'est la maladie de système la plus fréquente. Ça a énormément de manifestations cliniques. Ça se manifeste par des atteintes le plus fréquemment dermatologiques, rénales, hématologiques ou articulaires. Mais on peut avoir des manifestations cardiaques, des péricardites, des manifestations respiratoires. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, c'est une maladie qui peut être grave par ses poussées. Donc, maladie fréquente et grave. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est un examen clinique exhaustif dans à peu près toutes les maladies de système. Recherchez toutes les atteintes, soyez vraiment systématique. Il faut que vous reteniez le bilan paraclinique de la maladie, ce qu'il faut rechercher. Donc en termes diagnostiques, pensez vraiment aux auto-anticorps. En termes de bilan, pensez à rechercher toutes les atteintes qui sont décrites dans la maladie, et pensez à rechercher les pathologies associées, notamment le syndrome des antiphospholipides. Ensuite, en termes de traitement, on a les médicaments spécifiques du lupus, les traitements symptomatiques. Je vais surtout insister sur le rôle de l'éducation. L'éducation, c'est très important. Contre-indiquer les œstroprogestatifs pour les femmes jeunes. Éviter l'exposition solaire, c'est vraiment quelque chose qui est le plus important. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais dans une question. Et puis, la dernière chose, c'est penser le lupus et grossesse. C'est quelque chose à lire parce que c'est quelque chose de fréquent. C'est une maladie de la femme jeune. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà pour le premier cas clinique.